Je vais donc partir un peu de la présentation qu'a faite Annick, notamment sur la question de la sidération. Et pour tout de suite rebondir et dire que la sidération, à mon sens, on est en train d'en sortir, à petite échelle encore, mais on est en train d'en sortir. Et là, parler justement de ce qu'a dit Juliette sur la question de la convergence. Alors on l'a vu avec la COP climat, Omar on a parlé aussi par rapport à ce qui est en train d'émerger dans les quartiers populaires, je ne vais pas revenir là-dessus, on l'a vu avec la fameuse manif d'octobre, mais on l'a vu aussi récemment au meeting de Saint-Denis ou au récent meeting quand même, c'était assez important cette convergence qui se fait aussi et d'action. On le voit alors aussi, on l'a vu à la COP quand même, on l'a vu dans la récente, alors aussi extrêmement important en ce moment, Thomas en a parlé longuement, de la question des collectifs d'urgence. Moi je dis qu'on voit un peu le printemps déjà en avance. Ça commence à fleurir un peu partout en France. Ah oui, nous au niveau local par exemple, on a vu un truc là du jamais vu, je ne vais pas rentrer dans mon petit truc local, mais quand même on s'est réunis à 25 à la première réunion, et donc 25, et avec des gens qui ne se connaissaient pas tous, à qui on n'avait jamais travaillé. Et là ça part tout de suite, tout remonter, je veux dire les 25, que ce soit même des anciens proches du PS, avec des discours plutôt radicaux et remontés. Bon, on voit ça, il y a Notre-Dame-des-Landes quand même, là, oublions pas les manifs importantes qui ont été faites. Là, la semaine dernière, il y avait quand même tout un week-end de mise en place à Notre-Dame-des-Landes, l'autodéfense qui se prépare, même la Chambre d'agriculture qui soutient, tous les paysans du coin qui sont prêts à descendre à 50 ou 100 tracteurs si les flics interviennent. Il y a le 27 février. Bon, je ne vais pas continuer comme ça la liste exhaustive. Hein, alors d'accord, c'est que le printemps, les fleurs éclosent, il y aura peut-être d'un seul coup un grand vent froid et puis il n'y aura plus de bourgeons, j'en sais rien. Mais cela étant, on peut quand même penser que là, on a une possibilité de, effectivement, dans la priorité du moment, d'agir pour, dans ce que disait Olivier dès le départ, que commence à s'amalgamer quelque chose. Alors, sur la question des présidentielles, juste un truc. Évidemment, on ne va pas revenir là-dedans, la contradiction entre ce qu'a évoqué Thomas, la contradiction à se présenter, notamment même pour la gauche radicale, à se présenter une élection à laquelle on conchit de fait, puisqu'on refuse la question de la présidentielle. Ça, c'est quand même une vraie contradiction. Alors moi, je propose, ma petite échelle, mais ce n'est pas nouveau, c'était fait dans certains endroits, qui est, alors, de préférence un candidat d'élu issu des quartiers populaires, une femme, je ne sais pas. Ok, mais qu'on utilise un peu la méthode qu'ont utilisé les camarades dans le 18e, avec la fameuse campagne des 100 papes au municipal. Eh bien, on présente quelqu'un, on fait un mouvement général comme ça. D'abord, il faut avoir les 500 signatures, c'est notre paire de manches. Mais admettons qu'on les ait. Et puis, je ne sais pas moi, choisir le moment, 5 jours avant. Eh non, on se barre, on n'y va pas vos élections, badaboum. Mais là, ça ferait monter la conscience politique aussi. Parce que les 40% de gens qui ne vont pas voter, là, ils se reconnaîtraient dans quelque chose. Bon, alors c'est peut-être une grosse plaisanterie. Mais bon, voilà. Bon, j'arrête là-dessus. Plus sérieusement, je voulais dire un autre truc, mais tant pis, j'ai oublié. Oui, c'est Annick, je crois, qui évoquait la question assez lourde et qui nous touche de la dépolitisation et de tout ce qu'il y a de dépolitisant dans les politiques qui sont menées depuis des années. Je crois que c'est un truc qui vient de très loin et qu'on peut associer à certains éléments de vocabulaire. Quand on parle de la gouvernance, par exemple, comme si un pays, la politique d'un pays, c'était une question technique. Mais il y a d'autres termes qui sont, je crois, très dépolitisants, et ça m'embête qu'on les reprenne parfois de façon un peu machinale, mais par exemple, quand on évoque la classe politique, je pense que c'est très dépolitisant. Parce que s'il y a une classe politique, c'est que la politique, c'est un truc qui est réservé à un certain nombre de gens, ceux qui s'en occupent, et puis les autres, ils n'appartiennent pas à la classe politique, donc ils ne font pas de politique. C'est un fait, mais c'est le fait que nous devons critiquer. Et de ce point de vue, quand on dit, bon ça,
Ça, c'est le rôle des partis politiques. Je ne crois pas qu'il y ait des choses comme ça qui soient le rôle des partis politiques. Je ne crois pas qu'on doive se résigner à l'idée qu'il y a ceux qui s'occupent de la politique et ceux qui s'occupent du reste. Parce que s'il y a ceux qui s'occupent de la politique et ceux qui s'occupent du reste, alors on est dans un discours et dans des pratiques anti-politiques, dépolitisantes, démobilisantes sur le plan politique. Ça, c'est la première réflexion que je voulais faire. La deuxième, c'est que il y a été insisté à plusieurs reprises, je crois même dans toutes les interventions, on a un gros truc potentiel, je ne sais pas comment on peut s'en servir, mais qu'on ne doit pas lâcher, c'est la question démocratique et la façon dont elle se pose aujourd'hui. Ce n'est pas indépendant de la question de la politique et de la politisation du débat public. Mais qu'il puisse y avoir, qu'il y ait des mobilisations unitaires, larges, sur des questions démocratiques aujourd'hui, est certainement le point d'appui principal qu'on peut utiliser justement pour repolitiser le débat public et redonner envie d'action politique. Ce sont des résistances essentielles pour l'avenir. Et quand je dis ça n'est pas sans rapport avec le reste, c'est que je crois que l'état d'urgence généralisé et tout le pouvoir aux flics, etc., c'est la logique même de la gouvernance. C'est normal. Si gouverner c'est technique, eh ben, ceux qui veulent nous empêcher de faire quoi que ce soit, on les contrôle, on les muselle. Ce totalitarisme-là, il est dans la logique de la dépossession politique, en quoi consiste la gouvernance. Alors, je ne vais pas insister sur tout le reste, mais un mot sur cette question de l'élection présidentielle. Tout le monde voit bien, Olivier l'a dit d'entrée de jeu, c'est le prototype de la merde en politique, quoi. C'est-à-dire que ça existe, on n'y peut rien, c'est le moment où les gens se mettent à parler politique, c'est un truc dont on ne peut pas être extérieur, puis en même temps, c'est un truc qui n'est pas fait pour nous. C'est-à-dire que d'une certaine manière, c'est une machine à laminer un éventuel candidat de gauche radicale, l'élection présidentielle, surtout avec la perspective de Le Pen au second tour, enfin tout ça. Le dispositif, il est parfait pour qu'on se ramasse dedans. Et pourtant, c'est un enjeu politique important pour la période, parce qu'il est vécu comme important pour des tas de gens qui continuent de s'intéresser un petit peu à la politique. Comment est-ce qu'on gère ça? J'avoue que je ne sais pas bien, mais ça ne peut pas être par le mépris. Et il me semble qu'on peut aussi raccrocher ça à ce que je disais juste avant. C'est-à-dire, si ça n'est pas l'occasion de dire « nous allons porter une candidature qui dit des tas de choses que même les gens qui trouvent que c'est bien ne voteront pas pour elle, parce qu'ils seront tétanisés, parce qu'il y a le syndrome de 2002, puis il y a, soit dit en passant aussi celui de 2007, où on parle en nombre séparé, etc. Juste pour se casser la figure, peut-être y a-t-il une opportunité de dire à cette occasion-là, ben dans le fond, la gauche et la droite, c'est pas pareil, et Hollande et Valls et Macron, ça fait pas partie de la gauche. Et si on avait l'opportunité de dire ça, d'une manière ou d'une autre, peut-être qu'on ne perdrait pas totalement notre temps dans une période où de toute façon, il faudra bien qu'on existe. Oui, je sais pas, pour commencer, pas pour avoir l'air de la ravie de service, mais franchement, il y a un personnage qu'on appelle Lou Ravi qui est tout le temps content. Voilà. C'est pas une de mes caractéristiques premières, l'optimisme par rapport à la situation, mais franchement, je veux juste dire que moi je suis trop contente d'avoir entendu les interventions et que les uns et les autres ont entendu des interventions qu'on ne connaît pas forcément parce qu'il y a un cloisonnement du militantisme qui fait, enfin c'est Juliette qui a commencé en disant il y a sans doute pas mal de camarades dans cette salle, enfin, de gens dans cette salle qui ne me connaissent pas. C'est vrai, malgré tout le bien que je vous ai dit aux uns et aux autres de ce qui se passait dans la coalition climat, c'est sans doute vrai, mais je pense que c'est pareil par rapport à Omar sur... voilà, pour d'autres réseaux. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des choses qui sont extrêmement vivantes, extrêmement profondes, et qui ne se causent pas, même pour celles et ceux qui se réclament
la gauche radicale et qui donc normalement devrait avoir les yeux, les oreilles, enfin toutes les petites tentacules grandes ouvertes pour essayer de percevoir tout ce qui résiste et tout ce qui bouge et tout ce qui fabrique effectivement des alternatives. Donc voilà, c'est juste parce que je suis contente et que ça ne m'arrive pas tous les 4 matins. La deuxième... Ah, c'est déjà pas mal. Non. Tu pourras te repasser le film si tu veux. Hein? Tu pourras te repasser le film Ouais, non, régulièrement. Ok, c'est bon. Bon, donc, après, je pense qu'il y a les choses un peu par debout et moi, je pense qu'effectivement, ce qui peut se jouer là, parce que précisément la question austéritaire et autoritaire sont intimement liées, enfin, ça faisait longtemps qu'ils mijotaient leur truc, mais là, quand même, avec la situation des attentats, ils se sont bien lâchés, ils nous ont filé le paquet d'un seul coup. Bon, et donc, du coup, ça ouvre les possibilités de résistance et que cette affaire de creuser, ça se passe un peu. Alors, pour revenir sur ce qu'a dit Thomas, moi j'ai quand même un petit peu l'impression que sans doute dans un certain nombre de villes et de régions, ces rencontres-là, elles se font. Voilà. Et que, bon, je ne sais pas, la LDH officiellement, ils étaient dans la mobilisation climat. Moi ce que j'ai vu concrètement qui a débloqué réellement leur participation localement, c'est autour de la question des réfugiés climatiques. C'est-à-dire que là, ça fait tilt par rapport à leurs propres préoccupations. Bon, et que, effectivement, des gens comme le CCFD, le Comité catholique contre la faim dans le monde, Terre solidaire, c'est pas forcément les gens avec lesquels on milite le plus souvent. Bon, là, il se trouve que, et sur la question du climat, et sur la question de l'état d'urgence, il y a des choses qui se remaillent. Et moi, je pense que ce remaillage par en bas, il est absolument essentiel, et que parce que, effectivement, les questions démocratiques, elles sont absolument au centre, et qu'en rentrant par ce bout-là, on peut, dire sur la possibilité de décider, de choisir, etc. On peut ramener beaucoup de choses qui sont des préoccupations communes dans nos différentes mobilisations. Moi, je suis assez d'accord avec la façon dont le disait Juliette, c'est-à-dire sur ce qui était en germe et ce qui faisait le de fond de cette mobilisation pour le climat, c'est précisément cette possibilité de décider ou pas de notre avenir. C'est-à-dire à partir du moment où ils nous auront cramé la planète avec leurs conneries de fossiles, etc., plus rien ne se discutera parce que juste on sera dans un système, dans une situation de pénurie, de guerre de tous contre tous, etc. Et que fondamentalement, c'est ces questions-là qui sont en jeu. Ça, c'est par un bout. C'est-à-dire, je pense que je pense réellement qu'il y a la possibilité de remailler les choses, de remailler les choses par en bas dans les résistances, dans les mobilisations. Quelqu'un a parlé, enfin plusieurs ont parlé de Notre-Dame-des-Landes. Notre-Dame-des-Landes, c'est extraordinaire de plein de points de vue, mais c'est tout particulièrement extraordinaire vu de sur place, de comment ça a rebattu les cartes sur toute la région. Parce qu'il y a ce qui se passe à la ZAD, il y a la façon dont les paysans autour de Copain 44 se mobilisent. Bon, c'est assez extraordinaire, je veux dire. Bon, ceux qui ont vu que les trucs de la FNSEA, quand on voit une manifestation de tracteurs, c'est pas le truc super sympa, quoi. Hein, sauf que à Nantes ou à Notre-Dame-des-Landes, une manifestation de tracteurs, c'est sympa, parce que c'est ceux qui vont aller défendre la ZAD, défendre les fermes, etc. Bon, et puis on pourrait rajouter comme ça toute cette convergence qui se passe. Le problème, c'est que moi je pense qu'on a besoin aussi, alors c'est pas d'une convergence par en haut, mais c'est quand même d'une idée que ces préoccupations qui sont portées fortement par une série de mobilisations, elles arrivent à faire quelque chose de commun du point de vue d'un projet d'émancipation. C'est-à-dire un projet d'émancipation, il peut ignorer rien de tout ce qui a été dit à la tribune. Et que ce travail d'appropriation, de brassage, de compréhension et de construction de quelque chose de supérieur,
au travers de ça, c'est essentiel. La dernière chose que je voulais dire, quand même, c'est que pourquoi je suis contente, c'est parce qu'il y a aussi, moi j'ai l'impression, ce qu'on dit les trucs les plus intéressants sur la question de la présidentielle, je pense à la tribune que tu as signée, Thomas, avec d'autres, c'est-à-dire cette question de la présidentielle, si on ne torpille pas directement ce qu'il y a au cœur, et moi je trouve franchement, pour l'ego, le coup du tirage au sort, je trouve que c'est pas mal. Bon, et j'ai quand même l'impression que sur des questions comme ça, pour reprendre un de nos mots d'ordre de la mobilisation climat, si nous ne le faisons pas, bon, personne ne le fera à notre place. Le problème, c'est qu'en politique, il y en a qui font à notre place, qui causent à notre place, qui détournent ce qu'on dit, qui détournent nos aspirations les plus profondes et de manière extrêmement dangereuse. Donc je pense qu'on ne peut pas faire l'économie de se poser la question, mais en étant immédiatement conscient des dangers qui sont évidemment extrêmes autour de cette affaire de la présidentielle et qu'il faut combattre dès le début, d'entrée de jeu, et qu'évidemment rentrer par le biais d'un candidat ou d'une candidate est évidemment la pire des portes d'entrée. Il y a quand même une explication aussi qu'on peut avancer pour le succès du Front National face à l'échec de la gauche et de la gauche radicale, c'est quand même que Marine Le Pen, elle parle très clairement et elle propose des solutions très simples. Quand on a pu, face à la dégradation économique, sociale et à la peur, je vais y revenir, quand on dit il y a quand même un adversaire, un problème majeur, c'est les immigrés, c'est les réfugiés, etc., ça porte. Surtout quand ça fait plusieurs années qu'on travaille la question. Donc de ce point de vue-là, moi je ne crois pas que même si, je n'en sais rien, elle arrivait par catastrophe à la présidentielle, je ne pense pas qu'elle serait déconsidérée immédiatement, que le problème serait réglé immédiatement. Moi, je ne pense pas qu'il faille sous-estimer l'échéance politique que représente l'élection présidentielle. Que ça soit compliqué, et je suis d'accord avec Thomas, pour trouver un moyen de faire monter la mobilisation à la base, la mobilisation des citoyens, et donner une réponse qui fasse une rupture dans les réponses traditionnelles, oui, et c'est très compliqué, mais il ne faut pas dire parce que c'est compliqué, on passe à autre chose. C'est impossible. Ça serait une connerie politique majeure. Bon, alors je ne suis pas certaine qu'ici on veuille de sauter à pieds joints au-delà de cette échéance. Enfin si, ça serait bien de sauter à pieds joints au-delà de cette échéance, mais on ne pourra pas faire l'économie de s'y confronter d'une manière ou d'une autre. Alors, deuxième chose, je voulais insister justement sur la mobilisation contre l'état d'urgence. Moi, je ne pense pas qu'on en soit actuellement à une mobilisation de masse. C'est ce qui est formidable, c'est effectivement le front très large des forces qui, depuis des années, ou même n'ont jamais milité ensemble, ou très peu, mais pour l'instant, c'est une petite frange militante qui est mobilisée. 30 000 personnes dans Paris, d'ailleurs c'était pas 30 000, 10 000 personnes à Paris, 40 000 au niveau national, c'est tout petit. Et alors là, il faut se poser aussi la question, qu'est-ce qu'il y a? Premièrement, nous on l'a fait sur le 18e, quand on commence à discuter avec des gens de toutes sortes, d'abord, des gens ignorent ce que ça veut dire exactement l'état d'urgence. Et plus encore, la loi pénale telle qu'elle va être votée. Deuxièmement, il y a une vraie trouille des attentats. Et ça, je veux dire, il faut aussi faire un travail d'explication. C'est pas uniquement avec un petit fanion en disant contre l'état d'urgence qu'on arrive à faire contre-feu par rapport à ce truc-là. Ça veut dire un travail effectivement d'enracinement qui là aussi est compliqué, mais ça passe par un travail d'explication et à la fois unitaire, local, dans les quartiers avec différentes initiatives. Troisième point, et c'est le dernier, moi je pense qu'on va avoir du mal pour revenir à ce que disait Thomas et ce qu'a redit à la fin de son intervention Christine,
je pense qu'il faut s'appuyer sur cette mobilisation qui peut intégrer, alors sous quelle forme on peut en rediscuter, la question de l'urgence sociale, économique, etc. Mais du point de vue de la présidentielle institutionnellement, on n'aura pas la solution. Dans l'état de la mobilisation sociale actuelle, on ne l'a pas. Donc le seul truc possible, c'est des équipes, je sais pas, un truc unitaire où il y ait différents porte-paroles qui se baladent de ville en ville, qui fassent une campagne unitaire, et après, on tire au sort au dernier moment, oui, mais parce qu'on aura fait tout le reste avant. C'est-à-dire cette campagne à la base et unitaire sur un programme effectivement d'urgence. Et ça, c'est possible. C'est possible. Il y a dans une grande majorité, enfin je veux dire, c'est possible, bon, je développe pas, mais je veux dire, quand on fait le tour des associations et des organisations à la gauche de la gauche, il y a matière à faire un programme unitaire. Ce qui fait obstacle aujourd'hui, c'est le sectarisme qui continue à animer, même si c'est inconscient, les différentes composantes de la gauche. Et ça, il faut se battre dans nos propres rangs et autour de nous, parce que c'est l'obstacle majeur. Ça va être la parole. Ouais, mais alors attendez, parce qu'en fait, même s'il n'y a pas de couvre-feu avec l'état d'urgence, on va quand même être obligé de rendre la salle à un moment ou à un autre. Et ça serait bien de redonner la parole quand même à la tribune à la fin. Oui, t'inquiète, je te dis, donc il n'y a pas de souci, mais simplement maintenant je vais être chiant. Ce que j'ai pas fait, c'est vous dire ça, il faudra s'arrêter un moment. Non, d'habitude je suis pas chiant, mais. Je suis pas. Faut que ravi, malheureusement, je suis inquiet. Je pense que de ce qu'on a entendu ce matin sur les faits positifs avec les Podemos et les uns et les autres, on a retenu l'existence de mouvements, on n'a pas retenu le fait qu'il y a un coup d'État européen qui est en train d'avancer à grande vitesse pour détruire le plus rapidement possible l'État, ce qui reste de l'État social. Et je pense que toute réflexion doit inclure la résistance à la Commission européenne. Je voudrais aussi dire une autre chose, c'est qu'on est dans une sorte de provincialisme dans le temps et dans l'espace. Je précise, dans l'espace, par exemple, on parle de Notre-Dame-des-Landes et on ne pense pas qu'au même moment, dans 3 pays différents, il y a des luttes écologistes dures, en Roumanie et en Grèce, qui ont le même degré de radicalisation, et que ça devrait faire partie de ce que nous savons et que nous discutons. Il y a un Khalkidiki contre les Lors et à Montagna Rocha en Roumanie encore contre les Lors. Enfin, sur la question du temps, et là je vais prendre la question de l'islamophobie. Je pense que malheureusement, les laïcs français ne se penchent pas suffisamment sur la question des religions. Je ne dirais pas comme certains qu'il faut critiquer ou ne pas critiquer telle ou telle religion, c'est qu'il faut défendre le droit de contestation théologique. C'est très important. En ce moment, on a laissé le courant le plus proche de l'impérialisme américain prendre le dessus idéologique et théologique dans l'islam. On ne peut pas lutter contre l'islamophobie si on ne prend pas une position nette sur l'islamo-fascisme. Il faut qu'on fasse connaître, y compris dans les milieux populaires, la connivence de ce courant avec le 1 million de morts en Indonésie, avec toutes les horreurs contre les mouvements nationalistes d'émancipation des peuples arabes, et que même maintenant, le jour même où on nous impose l'état d'urgence, nos gouvernements
jette en dehors de la coalition, entre guillemets, les Kurdes et les démocrates et laïcs syriens pour ne considérer comme disons, défendables que les partisans d'Al-Qaïda. Je pense que ce genre de choses, les faire connaître à la population, changerait l'état... Arrête-toi, s'il te plaît, madame. Très bien. Oui, rapidement sur 3 points. Je suis moins optimiste sur le travail ensemble sur l'état d'urgence. Moi, ce que j'ai vu, il y a eu plusieurs réunions, alors c'est une petite ville de province pour façon. À la première, il y avait 100 personnes, à la deuxième, 25, à la troisième, 13. Pour une partie de l'organisation, on était quand même centré sur la question quand est-ce qu'on faisait la prochaine réunion. Et tous les jeunes qui étaient là pour la première réunion, ils avaient disparu à la deuxième, et ce qui se comprenait pas mal. Bon, pour la manif du 30, on avait proposé, nous, le NPA, d'organiser des équipes communes pour diffuser les tracts sur les marchés. Ben, on s'est retrouvés tout seuls. Et tous les nombreux signataires de la grande liste de signataires ont fait une campagne sur Internet et tout ça. Bon, la deuxième question qui m'interroge, c'est qu'on n'a pas parlé de... Il y a un truc qui handicape les bagarres dans les boîtes, l'activité sociale des gens, c'est la question du chômage. Hein, 10% de chômeurs, 20, je ne sais pas combien, 25, 30 peut-être dans la jeunesse dans certains quartiers. Pour moi, c'est une question fondamentale et il faudrait qu'on fasse... Voilà. Et la dernière, c'est que si on fait un programme pour une candidature, il faut que le programme soit discuté par indiscutable. Ouais, moi je vais essayer d'aller vite, parce qu'il y a plein de trucs qui ont été abordés, mais je pense que la vraie question, en fait, c'est quand on veut parler d'émancipation, c'est sur quelle base se fait les... C'est sur quelle base, c'est quoi le moteur de l'émancipation? Et franchement, le moteur de l'émancipation, c'est ça qui doit, y compris quand on a les discussions sur les élections et sur les luttes, etc. Le moteur de l'émancipation, il est à la fois individuel et collectif, c'est quand les gens sont impliqués. Mais impliqués, ça ne veut pas dire juste je marche derrière un chef qui me dit où est-ce que je dois marcher, dans les discussions, dans les élaborations, etc. pour agir sur ce que tu peux transformer. Ça peut être local, ça peut être global, etc. Donc, moi je pense qu'en fait, y compris dans la gauche, pour plein de raisons certainement, il y a eu une sorte de défiance qui s'est faite finalement vis-à-vis des mouvements et vis-à-vis de ce qui pouvait s'exprimer dans les mouvements. Et que du coup, en fait, si on regarde bien, alors même quand on parle politique, je suis sûr que c'est pas ce que tu penses, mais finalement, politique égale élection, politique égale programme. Le programme que des partis vont présenter, et les gens vont voter pour ce programme-là qui a été fait en dehors d'eux finalement. Est-ce que le pivot, et c'est ça qu'il faut revenir, est-ce que le pivot c'est réellement à l'intérieur des luttes, quand les gens se mettent en activité, quand ils essayent d'élaborer, etc. Et de ce point de vue-là, c'est vrai que si on regarde, alors il y a toujours le positif, ceux qui pensent qu'il y en a plein, ceux qui pensent qu'il y en a moins, etc. Ce qui est sûr en tout cas, il y a une crise du mouvement ouvrier traditionnel, c'est clair, et il y a une réémergence, et il y a tout un ensemble de choses qui se passent dans les quartiers. C'est vrai que ce n'est pas des déserts politiques, etc., qui ne prennent pas la forme de ce que la gauche avait l'habitude, et de forme massive pour l'instant, etc. Mais il y a plein de choses qui sont en train de se passer. Et la vraie question, c'est est-ce qu'on part de ça? Est-ce qu'on part de ça, ou est-ce qu'on pense que, allez, on va prendre les bouts de comment on fonctionnait avant, et puis essayer de montrer à ceux qui sont en train de faire comment il faut faire, et de le faire ensemble. Et de ce point de vue-là, c'est vrai que la question des élections de 2017, enfin franchement, si on parle d'état, l'état d'urgence, c'est quoi? Moi, généralement, je dis que c'est l'extension à l'ensemble, ou à toute une partie de la société, de la situation qui est faite aux sans-papiers, aux migrants en ce moment. Exclusion de la sphère publique, exclusion de la possibilité d'intervenir, etc. C'est ça qui est en train de se passer, c'est dans cette situation-là qu'on va se retrouver. Dans ce sens-là, et je finis juste, franchement, l'idée de présenter un programme, un candidat, aussi beau soit-il, etc., puis les gens... Je pense qu'on est à côté de la plaque complètement, et que du coup, de penser une campagne qui soit complètement sur des bases différentes, et de comment ces différentes luttes, comment ces choses-là, elles peuvent s'articuler, les questions de représentation, quitte à présenter quelqu'un qui ne peut pas se présenter normalement, et de construire une campagne sur cette base-là. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit le camarade là tout à l'heure. Comme on dit en espagnol, voy a mettre le dedo a la pata. Je vais mettre un peu le pied dans le plat. Sur le terme islamophobie, ça fait depuis des années que l'OCI, l'organisation à la conférence islamique, demande que l'on inscrive comme point à l'ordre du jour
le combat pour interdire le blasphème. Et je pense que confondre la lutte contre le racisme et la lutte contre les religions, ce n'est pas tout à fait la même chose. Alors, la question qui se pose, effectivement, pourquoi le FN avance et autres, hein. Enfin, moi, je me souviens, comme tous les fils d'étrangers en France, hein, à Toulouse, hein, on se faisait traiter de macaroni, on se faisait traiter d'espagnol de merde, etc. Hein. Mais nos parents avaient du travail. Là, actuellement, la question, quand on parle dans ce qu'on appelle les quartiers défavorisés et autres, ce sont des gens qui ont un chômage massif. C'est pas pour rien d'ailleurs qu'en 2005, ces gens-là ont explosé, un peu comme des prisonniers qui mettent le feu aux paillasses dans la cellule. Et je pense que la question de la religion n'est pas tout à fait anodine. D'ailleurs, on a parlé de l'Espagne, hein, mais il y a une question que n'aborde pour ainsi dire pas, ou qui aborde très peu Podemos, c'est la question des accords de 79, qui donnent une part royale à l'Église catholique. En France, c'est 12% quand même qui sont versés à l'Église catholique, 12% de l'impôt sur le revenu, si l'on voit toutes les aides qui sont données. Quand je vois que Manuel Valls va à une canonisation à Rome, bon, c'est assez insupportable. Mais par contre, je pense qu'on a laissé le terrain, et on laisse le terrain sur la question de la laïcité. Dire laïcité maintenant, ça devient un mot tabou. Et c'est un terme qui a été récupéré. Or, la laïcité, c'était aussi la défense de la femme, l'égalité pour tous et autres. Cette question n'est jamais abordée. Si on critique l'islam, ou attention, c'est que l'on devient islamophobe. Et moi, je pense que c'est extrêmement grave. L'autre point, ça serait effectivement de voir, il y a eu quand même de sa mort dans ce pays. Quid, on fait comment? On passe ça sous le tapis. Oui, bon, état d'urgence, état d'urgence. Je n'ai pas entendu qu'il y ait une organisation qui actuellement, ou un parti, qui ait demandé une commission d'enquête parlementaire. Ça me paraîtrait la moindre des choses, parce que finalement, on fait confiance aux flics pour savoir ce qui s'est passé, quels ont été les ratages. Évidemment, on ne peut pas tout, mais je pense que quand il y a eu les attentats à Atocha, ou quand il y a eu les attentats aux États-Unis, dans des sociétés entre guillemets démocratiques, on a quand même demandé une commission d'enquête parlementaire. Pour le moment, on attend que tout se passe et on fait confiance aux flics. Bien sûr. Moi j'étais aussi très content des réflexions des camarades à la tribune et dans la salle aussi. Je voulais plutôt parler des aspects quand même contradictoires et mouvants de la situation, même si là on voit un rouleau compresseur qu'on subit tous en France. Bon, par ailleurs, c'est un rouleau compresseur d'attaque où ils tiennent bon, ils veulent rien lâcher au mouvement de résistance, etc. etc. Mais c'est pas non plus le niveau qu'a atteint le rouleau compresseur en Europe du Sud, bon, et c'est pas sans importance quand même sur l'importance des mouvements qu'il y a eu dans ces pays-là. Deuxième chose, sur le temps électoral, ça a aussi quelque chose à voir, les institutions qu'on a en France, particulièrement antidémocratiques, y compris par rapport à la possibilité en Espagne, au Portugal, en Grèce et dans un certain nombre d'autres pays, qu'il y ait des forces contestataires qui puissent être présentes de manière suivie dans les institutions, qui est critiqué, mais d'avoir une certaine crédibilité aussi là-dedans. Bon, mais ça, moi, c'est pas ça dont je voulais parler. C'est le fait que là, les résistances dont on parle en France, et bon, j'espère aussi que sur l'état d'urgence, ça peut passer un cap, mais jusqu'à présent, quelles que soient ces résistances et l'intensité des combats, ça reste limité en nombre, et ça n'a pas fait céder en face, et du coup, ça renforce le côté sidération et voire fatalisme qu'on a autour de nous. Bon, le mouvement de grève du 26, moi je suis aux finances, 25% de grévistes, c'est très bien par rapport à d'autres secteurs, mais c'est le même secteur que d'habitude. Et donc ça ne renverse pas les choses alors qu'on est attaqué comme on n'a jamais été attaqué avant. Et donc la question c'est comment on passe ça. Bon. Et comment on passe ça, il y a tous les débuts de recettes de cuisine qu'on peut élaborer, mais je crois qu'on doit quand même garder les côtés d'accélération très rapide des histoires qu'il peut y avoir. Bon, l'histoire sur l'Europe, sur les institutions européennes et sur ce qui se passe en Europe du Sud, et ce que doit traiter la conférence de Madrid, il peut y avoir des accélérations de la crise européenne dans les prochains mois, sur lequel ça sera super important d'intervenir. La crise écologique peut-être, la crise financière, on n'en a pas parlé, mais d'après ce qu'on entend, ça peut s'accélérer très fort. Est-ce qu'on va re-rater collectivement ce qu'on a raté en 2008, c'est-à-dire d'être incapable de créer un mouvement assez massif devant les banques, devant les institutions, pour renverser la table? Bon, ça c'est une question qui est posée. La crise démocratique, il peut y avoir aussi des explosions de nouveau en banlieue. Comment on va être capable de faire face
Et puis sur la crise migratoire, ce qui est en train de se passer aujourd'hui, là en Syrie, depuis des années, mais là, l'offensive du régime des Russes, etc., de rouleaux compresseurs sur Alep, de nouveau, il va y avoir des centaines de milliers de gens, il y en a déjà sur les routes, avec la réaccélération de cette crise-là. Comment on y fait face de manière progressive? Je crois que c'est ces accélérations-là qui nous posent la question d'autant plus d'être disponibles, unitaires, imaginatives, d'avoir de nouvelles pratiques, enfin tout ce que vous dites, mais là qu'il faudra vraiment prendre à bras le corps et très vite, quoi. Parce que sinon, c'est comme ça que les bayonnaises peuvent prendre, comme elles ont pris à un moment donné en Espagne ou dans d'autres pays. Moi, je voudrais essayer de faire le lien, si c'est possible, entre la discussion, non pas de ce matin, mais de cet après-midi, et puis les préoccupations qui ont été exprimées là. Parce que là, ça paraît un peu désincarné par moments quand même. Alors, en Espagne, il y a eu un mouvement qui est né d'une mobilisation globale. Podemos est né d'une mobilisation globale. En Grèce, il y a eu des élections après des mobilisations globales et qui ont ouvert une situation, etc., etc. Au Portugal, il y a un mouvement qui s'est formé après la constatation par des militants dans différentes organisations d'un échec, non pas sur les mobilisations sociales, il y en avait aussi, mais sur le référendum sur l'avortement qui avait eu lieu au Portugal en 98 et qui avait été perdu, et c'était l'analyse de ces militants, parce qu'ils n'avaient pas su s'adresser de manière suffisamment convaincante à l'ensemble du peuple portugais. C'est pour ces raisons-là qu'ils ont formé le bloco. Donc là, je trouve qu'il y a des aspects un peu lunaires dans la discussion. Le problème n'est pas de faire converger les luttes en France. C'est pas le problème. Il y a une convergence assez naturelle qui a été décrite, mais on ne doit pas se poser cette question-là comme une question stratégique. Et par ailleurs, par rapport à ce qu'a dit Omar, le problème n'est pas, enfin j'espère qu'il n'y a pas ce problème-là, n'est pas non plus de mettre en cause l'autonomie absolue et radicale de tous ces mouvements sur la base de leurs propres revendications. Bien sûr que non. Mais le problème, c'est de voir quelles sont les voies pour présenter quelque chose qui ressemble à une solution politique dans la direction de l'émancipation par rapport à la situation que nous connaissons. C'est un tout petit peu plus compliqué que ça. Alors moi, je suis assez d'accord avec l'introduction qu'a faite Olivier. Disons les choses clairement. Une primaire avec le PS, ça n'a pas de sens. Bon, alors c'est pas la peine de discuter de ça. Deuxièmement, une primaire pour désigner un candidat qui soit le plus beau, celui qui va sauver la France du point de vue de la gauche radicale, ça n'a pas de sens non plus. Donc le vrai problème, c'est bien celui qu'Olivier a posé, et je crois que ça, c'est un objectif réaliste sur la base des mouvements que vous avez, que vous représentez, enfin, vous voyez ce que je veux dire, là, dans vos interventions à la tribune, mais sur la base, surtout, d'un débat qui doit avoir lieu sur quel est le programme d'urgence sociale et démocratique par rapport à la situation actuelle, avec un appel à tous ces mouvements pour y participer. Et constituer un front politique et social qui rassemble tout ça, c'est sûrement compliqué, c'est certainement pas gagné, mais l'alternative, c'est quoi, chers camarades? C'est quoi? C'est quoi? C'est de dire non, on s'en fout? C'est de dire non, on ne participe pas à ça? Les présidentielles, ça ne nous concerne pas? C'est un truc antidémocratique parce que c'est la 5e République? Vous savez très bien, même ceux qui le disent, dans un mouvement comme ça de débat, que ça ne tient pas la route. Donc la seule alternative, c'est d'essayer de rassembler maintenant dans un débat, c'est pas facile, mais de rassembler maintenant dans un débat la voix de ces mouvements et la voix des organisations politiques qui veulent contribuer à faire ça. Et sur cette base-là, après, il y aura un candidat ou une candidate. Bien sûr qu'il en faut un ou une pour concourir aux élections. Je dis un dernier mot, Olivier, je te jure. Il y a un peu d'angélisme dans ce que vous dites, excusez-moi, il y a un tout petit peu d'angélisme dans les mouvements que vous décrivez, qui sont très importants, je ne mets pas ça en cause, et moi aussi je suis comme Christine, très content, etc., etc. Mais dans ces mouvements, vous êtes content, vous, que dans certains de ces mouvements, y compris des grands mouvements, on considère que les organisations politiques n'ont pas le droit de citer? Qu'elles ne peuvent pas participer à ça? Qu'elles ne doivent pas y être? Pourquoi on ne le dit pas, ça? Alors on subit, c'est la rançon
de cette situation politique pourrie, du discrédit de la politique, je sais tout ça. Mais ça, si on ne vainc pas ce préjugé-là, comme l'islamophobie et comme toutes les autres saloperies, on aura beaucoup de problèmes aussi. Alors, on fait dans le sens inverse, c'est moi ouais. Allez, tu veux lui filer le micro? Ah pardon, excuse-moi, ouais, ça sera mieux. Voilà. C'est ma grande spécificité. Oui, je crois qu'un copain a parlé de... C'est toi qui as parlé de la guerre européenne. La guerre que les élites européennes mènent contre les peuples européens. Je pense qu'on a effectivement une sorte de guerre civile européenne larvée qui unit les élites, parce qu'il faut voir que, comme le disait le copain portugais tout à l'heure dans son intervention, au Portugal, il y a une droite qui représente fidèlement le point de vue de la Troïka et qui défend le consensus des bourgeoisies et des élites européennes pour l'imposer au peuple portugais. Donc on a vraiment une... on n'a pas... c'est pas le sud contre le nord, ou c'est pas... l'idée qu'il faut sortir... Alors, j'ai entendu des interventions tout à l'heure disant il n'y a pas de salut hors de l'Union européenne. Alors, certainement, il n'y a pas de salut hors de cette institution-là, de cette Union européenne-là. Maintenant, si on pense qu'il y a un salut dans les replis nationaux et on va faire une petite tambouille chez nous, recréer notre petite monnaie, étrangler notre patronat et redistribuer les richesses, je pense que tout le monde a bien conscience ici que c'est une illusion totale. Donc cette guerre civile européenne, on ne pourra s'en sortir qu'avec la refondation d'un projet européen, un projet populaire européen, et pas le repli derrière ses frontières au nom de je ne sais quel socialisme dans un seul pays, etc. Donc ça, je pense que c'est quand même quelque chose de très important à avoir en tête dans une situation où, comme tu disais tout à l'heure, la crise financière, la crise économique va s'aggraver dans les mois qui viennent, et cette guerre civile européenne va s'intensifier. On va avoir de nouvelles attaques extrêmement dures contre... Les taux d'intérêt vont remonter sur la dette des pays, notamment les pays les plus fragiles, comme le nôtre, et on va avoir des attaques très fortes dans les années qui viennent, c'est certain, beaucoup plus fortes que ce qu'on a connu jusqu'à présent, contre nos systèmes sociaux et contre nos libertés démocratiques. Ça va aller ensemble. Donc je crois que là on est effectivement à un moment où on ne dit pas qu'il faut faire converger les luttes pour le plaisir de faire converger les luttes, c'est pas ça la question. C'est qu'on a toute une série d'acteurs sociaux qui ont une capacité de mobilisation encore importante, qui sont sur des terrains de lutte différents, mais qui se heurtent aux mêmes et de plus en plus fortement aux mêmes logiques et aux mêmes obstacles. Ils ne sont pas capables de créer un vaste lieu de convergence, de dialogue et de mobilisation conjointe de ces acteurs, et de renouer les liens, et en particulier entre les quartiers populaires, les jeunes issus de l'immigration et les mouvements sociaux traditionnels que nous représentons ici, quoi qu'on en veuille, nous serons perdants à tous les coups. Donc je crois que c'est pour ça que cette question de la convergence, c'est pas juste... Voilà, je ne crois pas du tout que le problème c'est d'avoir un bon programme, hein. C'est de se mettre d'accord sur un bon programme. Un bon programme, ça, je veux dire, on peut se mettre dans une salle à côté et en une demi-heure on se met d'accord sur un bon programme, avec un bon programme de transition, on sait faire, hein, il n'y a pas de souci. Le problème, c'est quelles sont les forces sociales qu'on arrive à mettre en synergie pour porter une perspective. Et c'est pas un programme, une perspective c'est pas un programme, c'est pas une liste de revendications, c'est pas une liste de décrets, c'est une vision commune des problèmes, c'est une vision commune de là où on veut aller en termes de projet de société, en termes d'égalité, en termes de préservation des conditions d'une vie décente sur Terre, en termes de modèle de développement. Et là encore, quand on voit, moi j'ai beaucoup de respect pour les camarades de Syriza ou les camarades du Bloco, mais quand on voit que on n'a pas l'impression qu'il y a une autre perspective stratégique que de rétablir le niveau des salaires et le niveau des pensions. Je le dis de façon brutale et injuste et caricaturale, mais même dans le programme de Thessalonique, c'était un programme social-démocrate, c'était pas un programme de
refondation, de transition vers un autre modèle de société. On a, je pense, besoin aujourd'hui de recomposer un modèle, de recomposer un imaginaire qui ne sera pas simplement un retour à la croissance classique, mais qui sera une société solidaire qui repense complètement ses modes de production, de consommation. Et ça, c'est pas, voilà, c'est pas en se mettant d'accord sur un programme de redistribution radicale des revenus à court terme qu'on va déboucher là-dessus. Donc voilà, il faut, à court terme en tout cas, je pense qu'il faut qu'on travaille de façon très urgente sur cette question de la défense des libertés démocratiques contre l'état d'urgence et en même temps de la réflexion sur quelle société nous voulons, quelle société alternative à cette société sécuritaire, liberticide, inégalitaire et discriminatoire. Je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Thomas sur la question des perspectives et des synergies, et le fait que ça prend du temps. Moi, je suis hyper dubitative sur 2017 parce que j'ai l'impression que très rapidement, on retombe dans des cadres et dans des formats qui sont épuisés, quoi, qu'on a usés jusqu'à l'os, qui nous ont fait perdre sur un certain nombre de domaines et qui nous rendent, je vais le dire, qui nous rendent pas sexy, quoi. Et avoir des discours sur... Alors peut-être je suis angélique. Moi personnellement, la condescendance de l'homme pensant, c'est un truc... j'ai pas envie de construire des espaces politiques sur ce genre de posture. Et par rapport à la question de nos pratiques, de quelle synergie on peut construire, je pense que encore une fois, la capacité ou la légitimité qu'on se donne à penser dans les organisations politiques traditionnelles, le côté systémique, la proposition totalisante qu'on va pouvoir articuler, qu'on va pouvoir coordonner, il faut arrêter avec ça. Dire on va aller expliquer dans les quartiers populaires, il faut arrêter avec ça. On l'a dit tout à l'heure, effectivement, c'est pas des déserts politiques. Et dire à un moment donné, poser la question de la dépolitisation, c'est plutôt poser la question de qu'est-ce qu'on a réussi à faire croire aux gens qui étaient là le politique. Parce que la société n'est pas dépolitisée, ça n'est pas vrai. Et donc moi, j'entends bien la nécessité d'occuper le débat à ce moment-là. J'entends bien la nécessité de ne pas le laisser aux idées du FN, parce que le FN, voilà, le FN c'est un beau pantin. Le vrai problème sont les idées du FN. Le vrai problème c'est d'avoir continué à appeler la gauche toute une partie de la classe politique qui colporte ces idées, qui fait son beurre là-dessus. Par rapport à ça, moi si j'entends encore une fois cette nécessité d'occuper le débat, je suis hyper sceptique sur notre capacité à rassembler sur ce format-là, sur cette dynamique-là, dans ces cadres-là. Et par rapport au rejet dans un certain nombre d'espaces des organisations politiques, je pense qu'il faut entendre, et il faut surtout pas être sur cette posture de condamnation, de condescendance, il faut en parler, c'est un gros problème, etc. Moi, quand je dis aller dans les marges et considérer que c'est dans les marges qu'on va trouver la centralité ou la potentielle refondation, la possibilité de réinventer un projet politique, c'est bien parce que je pense que la vitalité politique, c'est dans la résistance qu'elle se construit, que la complexité nécessaire qui est préalable à tout projet démocratique, c'est dans la résistance qu'elle existe. Et qu'aujourd'hui, le problème quand on a une approche un petit peu descendante comme ça, à vouloir tout inclure, à être totalisant, à dire d'ici 2017, parce que c'est ça en fait, c'est on va réinventer un truc d'ici 2017, même si ça prend pas la forme d'un programme politique. On va essayer de mettre tout le monde autour de la table et puis Moi, je n'y crois pas. Je crois qu'aujourd'hui, et là c'est très stratégique, je pense qu'on a besoin de victoire. Je pense qu'on a des lieux qui concentrent des énergies de lutte, on a besoin que ces lieux-là gagnent. Et on a besoin que ces lieux-là nous racontent comment ils se sont construits. Et je pense que si on va voir... alors je ne sais plus qui tout à l'heure parlait des luttes, les différentes luttes qui existent en Europe, il y a déjà des mouvements qui essaient de converger. Le problème, c'est que ces mouvements sont effectivement en déconnexion complète des organisations politiques, donc ça passe inaperçu. Mais dans les gens qui participent activement dans ces luttes, il y a des rencontres internationales qui se font, il y a des discussions qui se font sur comment on s'organise, comment on gagne, qu'est-ce qui nous permet de gagner. Donc moi, je pense que c'est là qu'il faut aller voir. Et donc, par rapport à cette perspective de 2017, créer du débat, oui, communiquer, oui, mais du coup, moi, personnellement, je pense qu'il y a aujourd'hui que là qu'il y a des choses intéressantes qui se passent. Et je suis désolée si je le dis encore une fois d'une façon assez provocante. T'as surtout pas intérêt à être désolé. Parce que ça fait partie du débat. Et je crois que
pour citer Lacan. Ça fait trop bien. C'est ce qui me reste de mes années d'études en médecine. Pour le coup, là, c'est Lacan. Mais je t'avoue que c'est un peu du même genre, on a du mal à aller jusqu'au bout. En l'occurrence, quand moi j'ai parlé d'autonomie, enfin, Lacan disait juste une chose, c'est que le langage, avant de signifier quelque chose, signifie pour quelqu'un. Point. C'est le problème de Lacan. Tu crois que c'est toi qui as une suite, il n'y en a pas. C'est le point que tu réfléchis là-dessus. En l'occurrence, quand moi je parlais d'autonomie, d'un certain point de vue, tu as décliné tout à fait, ce que tu as d'ailleurs écarté dans le gouvernement. Il n'y a certainement pas de problème ici. J'ai entendu en même temps qu'il fallait conditionner la lutte contre l'islamophobie à la dénonciation de l'islamo-fascisme. Je ne crois pas trahir l'idée. Alors en tous les cas, si ce n'est pas conditionné, je peux vous le dire que c'est régulièrement un débat que nous avons dans les franges. Alors en même temps, j'ose dire que les camarades qui sont réunis ici ne représentent pas peut-être la totalité de la gauche radicale et au-delà. Disons qu'en tous les cas, ce sont des choses qui nous sont imposées régulièrement dans les franges. Et d'ailleurs, c'est tellement vrai, Charles, que tu dis pas de problème sur l'autonomie et tu finis ton propos en disant mais vous avez refusé les partis dans le cadre de votre structuration autonome. J'entends bien, il y a un débat, il faut réfléchir, mais il faut en même temps comprendre que ce débat-là en interne, dans les structures qui luttent sur les différents secteurs en question, ont le droit de le mener, ont le droit y compris de le mener jusque-là. Et je pense qu'il n'y a aucun problème. Et d'ailleurs, quand tu le poses, pourquoi pas les partis, tu le poses dans le cadre d'un débat par ailleurs. Mais c'est aussi le résultat de l'autonomie. C'est le résultat d'une expérience politique nécessaire qui consiste à dire, et je le dis ici très sincèrement, moi je ne pensais pas que ça allait dériver autant sur les présidentielles de 2017. Mais évidemment, ce n'est pas l'alpha et l'oméga. Moi je rejoins ce qu'a dit Denis. On est de ceux qui pensent, quelques-uns quand même, que la traduction politique sont les mouvements sociaux en œuvre eux-mêmes. Qu'il n'y a pas nécessité obligatoirement que ça se cristallise dans l'histoire autour d'un groupe, d'un parti, d'une élection, de je ne sais quoi, y compris d'un programme. Les mouvements sociaux en soi sont une traduction politique. Quand je parlais de discours normatif, c'est compris ça. Alors j'entends bien, c'est pas le grand débouché, mais il faut raconter sa petite histoire. Personne n'a réussi en quoi que ce soit à aboutir sur le grand mouvement social, mouvement révolutionnaire, les barricades, etc. On se cherche. Et simplement, une vision à la fois, je pense, modeste, et puis apprécier à la juste dimension l'ensemble des mobilisations qu'il peut y avoir ici ou là, qui peuvent parfois, tu parlais des sans-voix, l'abolition des sans-voix qui s'inscrit dans la lutte des sans-voix, etc. Je pense qu'il faut vraiment coller le plus possible, et ça veut dire se décentrer, nécessairement se décentrer. Se décentrer de toute cette habitude, de cette façon de voir les mouvements sociaux, pour pouvoir mieux appréhender ces mouvements que tu appelles à la marge et qui en même temps, tu as raison, sont au centre en réalité de l'actualité. Qu'on le veuille ou pas. L'autre aspect, moi je veux bien qu'on s'étonne à chaque fois de la montée du Front National, etc. Mais inversement, on pourrait dire que si Podemos existe, un des éléments en tout cas, c'est que l'extrême droite franquiste est dissoute dans le Parti populaire pour l'essentiel, et que cette alternative-là n'existant pas en tant que telle, explique en partie, je ne sais pas, c'est la politique fiction, parce que dans le fait ça ne se pose pas, mais il va de soi que l'existence à part entière du Front National ici, avec l'histoire coloniale, raciste par définition, comme dit Aimé Césaire, eh bien, joue pour beaucoup, donc sans aucun doute que ça se passe de cette manière-là en France et autrement en Espagne, et que c'est un des éléments, évidemment, pas le seul, un des éléments qui peut décliner tout ça. L'autre aspect, on l'a vu dans le cadre des mobilisations, c'est vrai, en Espagne, il y a une soif du politique. Après le mouvement du 15 mai, l'occupation des places, il y a une soif énorme de politique. Et je voudrais dire, sans tomber dans un essentialisme barbare, dans les quartiers populaires, les femmes, les hommes, les jeunes qui regardent en continu BFM, iTélé, TF1 et tout ce que tu veux, y compris j'ai vu récemment un clip TF1, enfin peu importe, nous ne sommes pas racistes, un truc dément. Ces gens dans les quartiers populaires, ces arabes, ces noirs, ceux qu'on montre du doigt, se voient régulièrement sujets des uns et des autres, et à chaque fois sur un mode de stigmatisation. Et ça crée en retour trois postures possibles, à mon sens, en tous les cas de ce que j'ai pu voir, entendre et discuter, y compris avec mes propres élèves. Celle du repli, celle de toute façon cette société-là c'est pas la nôtre, on s'en fout et on s'en préoccupe pas, qui est de l'ordre parfois de la survie, c'est de l'ordre de l'hygiène sanitaire par moment, c'est-à-dire que c'est une sorte de violence qu'on doit intérioriser qui est extrêmement forte. La deuxième posture, c'est évidemment de tomber dans tous les délires complotistes, d'aller chercher, de faire du sens à tout ça. Et le troisième,
c'est sans aucun doute l'essence qui peuvent émerger des luttes collectives. Et y compris ce que peuvent dire parfois, à la télé, quand on les entend, des camarades de la gauche radicale qui mettent un peu plus d'épaisseur dans tout ça. Et je le dis comme ça parce que je pense que dans les quartiers populaires, sans doute plus qu'ailleurs, parce qu'ils sont au centre de l'actualité, il y a une soif de politique très très forte. Et c'est pas de l'essentialisme, ça ne veut pas dire que quand tu es arabe et noir, tu es un peu plus citoyen que la moyenne, c'est pas du tout ça. C'est simplement parce que les violences des attaques sont extrêmement conséquentes. Et que de ce point de vue-là, les ressorts potentiels existent réellement. Et dans les ressorts potentiels, il faut y voir le taux d'abstention qui date depuis quelques années, qui est une traduction politique justement du mécontentement global, qui n'est pas le seul par ailleurs. Mais il faut bien comprendre de la même manière, moi je vois de manière très détendue, en fait tout le monde est convaincu du politique bien en dehors des partis politiques, et heureusement. La traduction aujourd'hui des tracteurs, des taxis, des mobilisations diverses et variées, des Goodyear, ça a des résonances aujourd'hui dans les quartiers populaires, vraiment très très fortes. Bon, et je pense que de ce point de vue-là, il y a nécessité, très honnêtement, je le dis avec, moi je m'inclus là-dedans, dans la gauche radicale, etc., de revoir un peu ce logiciel d'appréciation de toutes ces mobilisations. Parce que je crois qu'on a affaire à un potentiel qui est très conséquent et qui peut se traduire de manière très positive pour l'avenir. Dernière chose, je le dis encore une fois sans provocation, un peu avec fatigue. Le féminisme et la laïcité sont utilisés régulièrement pour tomber dans le piège de l'islamophobie, et y compris dans la gauche radicale. Je le dis parce que, disant cela, je ne dis pas que le débat est clos, hein, mais ça suffit. Je le dis parce que régulièrement, on a affaire, et y compris dans la frange, parmi nos camarades, y compris parmi nos camarades libertaires et autres, on a ce problème-là récurrent qui consiste à vouloir faire croire que la lutte contre l'islamophobie, c'est le fait de refuser toute forme de blasphème, le fait de condamner le salafisme, le fait de refuser de condamner le salafisme djihadiste, etc. Alors j'invite simplement les camarades qui ont ces positions-là, et c'est normal, parce qu'on est aussi victime de sa propre existence, puisqu'elle détermine la conscience, de venir dans les différents meetings où c'est pas nous, et c'est les autres justement qui parlent, et de les entendre. Et y compris d'apprécier les limites de tout ça. Mais ça permet de défaire, de déconstruire un ensemble de postures qui n'aident pas à la compréhension de celles et ceux qu'on côtoie au quotidien. Non, trois choses rapidement. La première, c'est que moi aussi, je voulais dire que laïcité, féministe, ça n'avait rien à voir. Juste une phrase. La laïcité, c'est la loi de 1905. Si vous me dites qu'en France, il y avait le féminisme en 1905, j'aimerais bien qu'on voit l'histoire ensemble. Donc j'irai pas plus loin, je veux pas te faire polémique, mais il y a des choses que je veux plus entendre. Mais j'ai le droit de décevoir les gens, mais c'est ce que je pense profondément, et je suis comme Omar, et pas forcément... Je ne suis pas sur la même histoire qu'Omar, je suis aussi d'une histoire féministe et je revendique le féminisme, mais je revendique aussi de pouvoir dire ça, parce que j'en ai aussi assez de cette instrumentalisation. Donc ça, c'est la première chose que je voulais dire, et encore une fois, laïcité, c'est pas féminisme. D'accord. La deuxième chose, c'était sur la question de l'autonomie des mouvements sociaux, des luttes sociales. Ça semble anarchique. Je vais juste prendre un exemple. Dans la coalition Climat 21, dans la préparation de la marche du 29 novembre, avant les attentats, on a eu des longues discussions sur la conception de la marche. Et une des questions qui a été posée, c'est comment on structurait cette marche. Est-ce que c'était par organisation, par sujet, etc. Et le consensus politique qui me semble très important, sur lequel on a abouti, c'était de dire que ceux et celles qui ouvriraient la marche étaient les populations les plus impactées. Et ça, je le dis parce qu'effectivement, c'est pas quelque chose qui s'est fait naturellement. Ça a été des débats assez longs, assez compliqués, mais qui ont été actés politiquement dans la coalition, et je pense que c'était une avancée politique importante pour l'ensemble des participants et participantes et l'ensemble des organisations de cette coalition. Donc tout ça pour dire que cette question d'autonomie, c'est toujours un enjeu, je pense, c'est jamais quelque chose de stabilisé pour des tas de raisons, et donc ça explique aussi
les rapports parfois difficiles, parfois houleux, parfois un peu abrasifs entre les partis politiques. Mais évidemment, ça ne veut rien dire les partis politiques, parce qu'on ne va pas mettre dans le même sac un certain nombre de partis politiques et d'autres partis politiques. Mais au moins, même les partis politiques dont on peut se sentir proche dans les mouvements sociaux, eh bien, parce qu'il y a une histoire sociale, il y a une histoire de ces rapports qui est complexe. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'espace de débat. Moi, j'ai plus de responsabilité syndicale aujourd'hui. Je me souviens d'être souvent venue à des universités du NPA ou de la LCR pour débattre politiquement dans des espaces organisés par des partis politiques. Donc, je veux dire, la situation, elle n'est pas aussi caricaturale, elle est simplement le produit d'une histoire. Il faut l'avoir en tête les uns les autres, y compris pour avancer. Alors maintenant, dernière chose, toujours sur ce rapport aux politiques, quand j'ai parlé d'entreprise de dépolitisation, c'était pas du tout pour dire que ce qui se passait en dehors des partis politiques et des périodes électorales n'était pas du tout politique. Ma conception des choses et des mouvements sociaux a toujours été de dire que ces mouvements sociaux, ils étaient porteurs d'enjeux politiques à partir du moment, notamment, où ils se situaient en termes de transformation sociale. Donc la question, elle est plutôt que par cette entreprise de dépolitisation, en tous les cas telle qu'elle était décrite par Bourdieu, c'était effectivement un fossé qui s'est créé entre la représentation politique et ce que vivent les gens, y compris dans leur lutte et leur résistance, qui est finalement des questions éminemment politiques, mais dont on a l'impression qu'on fait comme si ce n'était pas politique. Enfin, je ne sais pas si je suis très claire, mais je pense que pour moi, c'est cette question-là. Donc, pour moi, la question, et je terminerai là-dessus, sur autour de 2017, et puisque ça a été cité, c'est que je pense que c'est pas... Ça a des conséquences si une campagne électorale de type présidentiel, avec l'importance que ça a en France, elle est centrée sur les questions sécuritaires et identitaires, ou si en tous les cas c'est un espace où se débat autre chose. Parce que je pense que si elle est centrée sur des questions sécuritaires et identitaires, ça produit des effets dans la société, et que ça, quel que soit le rapport qu'on ait à cette élection, on subira tous. Donc pour moi la question reste ouverte, c'est comment on fait pour que dans cette période-là, il y ait autre chose, en tous les cas, qui s'affirme, non pas tellement en termes de résultats électoraux, parce que vu l'état des rapports de force, j'y crois pas, mais je veux dire en termes effectivement, d'ouvrir des espaces où les questions fondamentales, et pour moi, je suis d'accord avec Thomas, c'est pas du tout un programme. Enfin, franchement, moi, j'ai participé depuis 20 ans à l'écriture d'un certain nombre de plateformes, et je ne les ai pas toutes gardées parce que je garde assez peu d'archives, mais en tous les cas il y en aurait beaucoup. Je veux dire, on est capable d'écrire énormément de choses assez rapidement. Mais pour moi, c'est pas ça qui va faire levier dans un débat politique de refondation d'un imaginaire politique tel qu'on en a parlé aujourd'hui. Mais par contre, une période de campagne électorale peut être un espace pour porter ça. Je ne dis pas que ça changera les choses, mais en tous les cas, faire entendre ce type de discours dans ces moments-là me semble pas tout à fait inutile. Et c'est évidemment pour moi aussi le moment où on doit faire en sorte, parce que souvent c'est pas du tout le cas, que les luttes, les résistances aussi soient visibles à ce moment-là. Et souvent, évidemment, ce n'est pas du tout le cas, parce que les campagnes électorales se mènent pas du tout comme ça. Une fois que j'ai dit ça, j'ai pas dit grand-chose, mais en tous les cas, pour moi, c'est cette manière de voir les choses. Et dernière question, puisque ça a été posé sur la question du chômage et de l'emploi, évidemment on sait tous que c'est un des éléments qui ont dégradé et qui dégradent le rapport de force. Et cette question-là, je pense qu'effectivement la réponse n'est pas une mesure d'urgence. Alors il peut y avoir des mesures d'urgence, je veux dire évidemment, et de ne pas laisser se dégrader davantage les choses, soit en termes pour la situation de ceux et celles qui ont encore un emploi, soit en termes de précarité, soit en termes de dégradation de la situation pour les chômeurs et chômeuses. Il va y avoir une nouvelle négociation de l'assurance chômage. Et je pense qu'il y a des enjeux évidemment d'urgence. Donc la question, on peut répondre sur les questions d'urgence, mais au-delà de ça, c'est repenser la question de l'emploi, c'est repenser la question du temps de travail, c'est repenser les emplois socialement utiles et écologiquement nécessaires. Je pense que c'est tout ça dont on doit être porteur, au-delà de résistance ponctuelle et de mesures d'urgence ponctuelles. Voilà. Je vous rappelle que le 16, dans cette salle, enfin oui, ici, dans cette salle, il y aura un débat donc avec Lordon, Garot et Sabado, donc n'oubliez pas ça. On va terminer par un apéritif, si j'ai bien compris, qui était offert par mon petit camarade, c'est-à-dire en fait par l'argent que vous avez mis dans la caisse tout à l'heure, c'est ça, voilà, et je remercie encore une fois les camarades qui sont venus, qui se sont déplacés pour ce débat-là. Voilà.
Vous pouvez m'envoyer un lien.